Bien, bonjour à tous. Je m'excuse d'avance si je suis un peu essoufflée, c'est pour des raisons évidentes. Je ne fais pas exprès. Merci à tous d'être là. Bonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Je m'appelle Marketa Bren-Supkova et je représente effectivement IUFN, qui est une ONG basée à AgroParisTech à Paris, en France, qui travaille sur les questions de systèmes alimentaires durables pour nourrir les villes ou les régions urbaines plutôt. C'est cette dimension-là qui nous intéresse, c'est la dimension territoire. Et nous essayons de travailler sur ces questions-là, notamment dans les pays de l'OCDE. Donc la France en fait partie, en tout cas dans les pays industrialisés du Nord. La présentation que je vous propose a plusieurs parties. Il y a une première partie qui est un peu introductive, qui va reprendre un certain nombre d'éléments de cadrage, le système, les tendances sociétales, etc. Je vais passer assez vite là-dessus parce que je pense que vous êtes un public averti et puis beaucoup de choses ont été dites déjà. Ensuite, je vais présenter un peu un zoom sur ce qui se passe en France, donc vraiment une dimension nationale sur les dispositifs et sur un certain nombre de retours du rapport France que nous préparons pour mai. Et je finirai avec un zoom sur ce qui se passe à l'international, puisque je dirais que c'est notre valeur ajoutée dans cette table ronde. Puis, puisque nous aurons une série de présentations d'initiatives françaises extrêmement pertinentes derrière. Alors, rapidement, quelles sont les tendances sociétales lourdes qui font que le sujet alimentaire est traité, qui font que un certain nombre d'initiatives comme celle-ci émergent, ou en tout cas des rencontres comme celle-ci émergent. Rapidement, des choses assez basiques que nous connaissons déjà: augmentation démographique, augmentation et modification de la demande alimentaire, urbanisation progressive de la planète. Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre dans les villes ou dans les zones urbaines. En 2050, les prévisions sont entre 66% de la population mondiale et 80% de la population mondiale qui vivra dans les villes. Donc on s'achemine petit à petit vers un monde des villes, finalement. Et puis, en même temps, on a cette montée d'inégalité sociale, individualisme d'un côté, et puis en même temps, recherche du lien social et recherche de cette reconnexion avec la nature. Donc il y a un certain nombre de paradoxes qui cohabitent comme ça. Et nous avons ce formidable système alimentaire, donc le système alimentaire qui est défini par Malassi comme une manière dont les hommes s'organisent pour produire, acheminer et consommer la nourriture. Il me semblait important de le poser pour qu'on soit bien d'accord sur le fait qu'on parle système, qu'on ne parle pas uniquement agriculture, qui serait la première phase de ce maillage, de cette chaîne. On est bien sur l'ensemble du système qui va, comme on dit, de la fourche à la fourchette, de la production jusqu'à la fin de vie, la gestion de la fin de vie des produits, donc recyclage ou autre. Alors, ce formidable système a donc un certain nombre de problèmes, un certain nombre de paradoxes là aussi. Je ne vais pas détailler forcément les choses. Cela a été dit. D'un côté, 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim, de l'autre, 1 milliard qui est obèse, un modèle pensé pour globalement satisfaire les besoins alimentaires des populations, mais il y a beaucoup d'obésité et problèmes de santé qui en ressortent. Apparente diversité des produits alimentaires, alors que finalement tout provient à peu près des mêmes plantes, ou en tout cas des mêmes ressources. Puis des impacts environnementaux, évidemment très forts. 40% de notre empreinte environnementale, empreinte écologique, est liée à ce que nous mangeons, à ce que nous mettons dans nos assiettes. Les questions de gaspillage alimentaire, ça a été dit, 30% de ce qu'on produit achemine et jeté à la poubelle finalement. Donc gaspillage des ressources naturelles, gaspillage d'eau virtuelle cachée dans les produits, et puis gaspillage de l'énergie tout court, humaine ou l'énergie classique. Et puis il y a cette concentration économique dont nous avons parlé, qui est difficile à combattre, mais ce n'est certainement pas impossible. Il y a des alternatives qui méritent d'être explorées et qui le sont déjà, parfois. Donc, le lien
finalement, ce qui se pose comme question fondamentale, c'est l'urbanisation et alimentation de cette population de plus en plus urbaine. Le lien entre la ville et l'alimentation n'est absolument pas nouveau. On peut constater que déjà au XVIIIe siècle, il y a von Thunen qui, avec son modèle tout à fait théorique, donc il était propriétaire terrien, et il avait tout intérêt à optimiser l'utilisation des terres pour des raisons économiques. Il imaginait des rentes qui variaient en fonction de l'éloignement de la production et du type de production par rapport au centre-ville. Donc déjà au XVIIIe siècle, on se posait des questions sur l'aménagement territorial par rapport à l'alimentation. Et puis, ça a continué, au XIXe siècle, le modèle de la cité-jardin qui propose un territoire, une sorte de maillage urbain-rural. Là, ce sont des unités urbaines assez petites, des cités de 30 000 habitants à peu près, qui s'intègrent de manière très équilibrée, même trop équilibrée peut-être, dans un territoire rural. Donc il y a ce maillage intéressant qui est proposé, aussi pour l'approvisionnement alimentaire. Donc. Alors, les échelles auxquelles se pose cette question de sécurité alimentaire des villes ou des régions urbaines sont diverses. On a parlé pardon, de l'agriculture urbaine. Je mets dans la même boucle l'agriculture urbaine et périurbaine. Et puis il y a cet autre échelon, évidemment par rapport à un système alimentaire mondialisé, par rapport à un système, ou en tout cas l'organisation nationale. Il y a cet échelon-là qui nous intéresse particulièrement, qui est celui des systèmes alimentaires territorialisés, ou cet écosystème territorial. Donc l'agriculture urbaine, périurbaine, beaucoup de définitions différentes existent. Moi, ce que je vais vous montrer comme exemple à l'étranger sont des exemples qui illustrent une production alimentaire qui interagit et qui fait partie de l'économie urbaine, donc qui se trouve vraiment soit à l'intérieur de la ville, soit à proximité directe. Et ce qui est intéressant à constater, on le verra à travers les exemples, c'est que l'agriculture urbaine en tant que telle a toujours existé dans les pays du Sud et elle a eu depuis toujours une vocation de nourriture, une vocation nourricière pour les populations. Et elle continue à l'avoir, ce qui n'est pas forcément le cas au nord, où elle a plutôt une vocation de lien social, de sensibilisation, de lien à la biodiversité, verdissement des villes, lutte contre le réchauffement climatique éventuellement, amélioration du cadre de vie très très souvent. Donc là, quelques exemples. C'est tiré d'un livre que je vous recommande qui s'appelle Carrot City de 2014 et qui est produit par Joey Nasser notamment, auquel se rajoute un site internet constamment mis à jour. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Et les exemples que je vous montre sont tirés de là. Là, un exemple à New York, sur une sorte de voie verte, coulée verte, qui donc rejoint cette idée de verdissement des villes. Un autre exemple, là, c'est toujours à New York, avec un jardin partagé à l'intérieur de la ville où il s'agit d'apporter plus de design, plus de modernité, de faire une sorte de brassage social dans un quartier de New York qui est jugé comme sensible ou quartier de la politique de la ville, on dirait en France. Puis des initiatives comme le Centropole roulant à Montréal, au Canada, où il s'agit de jouer sur l'urbain, périurbain, et de produire à proximité de la ville des produits frais, donc notamment des légumes, et de les transformer sur place, ça c'est intéressant, et de les vendre et de les faire consommer directement dans la ville. Donc c'est une association qui s'occupe de cela, et l'initiative marche très très bien. Puis voilà, des fameuses fermes urbaines de New York sous les toits plats dont dispose cette magnifique ville, avec évidemment aussi des activités d'apiculture que vous pouvez voir, qui se développent en France également. Et puis des projets beaucoup plus fous, beaucoup plus modernistes, ou en tout cas liés aux nouvelles technologies et à l'innovation dans ces secteurs-là, comme des fermes verticales.
ferme verticale, là pour le coup imaginée par le l'UA, Laboratoire d'urbanisme agricole, qui est basé à Paris. Donc ça, c'était l'agriculture urbaine et périurbaine, quelques exemples. Et là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'objet qui, me semble, devrait faire davantage objet de politique publique alimentaire. C'est cette notion de système alimentaire territorialisé. Et on commence à la voir en France, je vais y revenir, avec le travail du gouvernement sur les projets alimentaires territoriaux. Alors, les systèmes alimentaires territorialisés ont reçu leur définition. Enfin, il y en a plusieurs qui existent, mais celle que je vous montre ici, elle est issue de la déclaration de Rennes faite par l'Association des régions de France, l'ARF, en juin dernier. Et il y a un certain nombre de mots-clés qui gravitent autour de cette définition. Vous voyez, soutien aux filières de proximité, agriculture familiale, TPE, PME, tout est à une plus petite échelle, tout est beaucoup plus humain, beaucoup plus sympa, small is beautiful. Il y a ce partage de la valeur ajoutée, valeur créée. On revient à cette idée de système. Comment est-ce que je fais en sorte que vraiment l'ensemble des acteurs s'y retrouvent, du début jusqu'à la fin. Évidemment, la santé s'y retrouve. Évidemment, les manières de produire respectueuses de l'environnement et de l'homme sont dedans. Les ressources naturelles se retrouvent dedans. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est cet accent mis sur la gouvernance, sur la... Je souffle, sur la... Tu veux t'asseoir un peu ? Non, ça va, ça va. Merci, merci. C'est vraiment le débit de parole. Donc vraiment, la gouvernance participative est mise en avant comme une des conditions du succès de cette nouvelle organisation territoriale. C'est-à-dire qu'il faut mettre autour de la table des acteurs nouveaux, différents, auxquels on n'a peut-être pas pensé avant, et qui ont leur mot à dire, qui ont des choses à raconter et à rajouter. Ça, c'est très, très important. Alors, en termes spatial, j'utilise ici un graphique de vos amis d'ici, de Nantes, cabinet Fantasy et les Écovores, qui a imaginé du coup cette organisation, juste pour vous dire que tout cela, pour nous, ça fait sens, ça fait ce système territorialisé. On pourrait l'élargir, enfin la trame bleue, elle pourrait continuer encore plus loin pour vraiment signifier cet effet territoire. Mais en tout cas, il y a des mangeurs, il y a un système urbain plus périurbain, plus le territoire plus large, qui en France s'assimile à potentiellement celui de la région, mais là encore une fois, il faut sans doute exploser les limites administratives posées depuis des siècles et réfléchir en termes de bassin de vie, réfléchir en termes de flux, réfléchir en termes d'échelle pertinente tout simplement pour à la fois l'approvisionnement et consommation. Alors, ce qui est formidable, c'est que si on réfléchit comme ça devient beaucoup plus riche. Vous vous souvenez de mon graphique de tout à l'heure? Il n'avait pas ça, tout ça. Il n'avait pas 2 rangs d'acteurs associés. Il y en avait beaucoup moins. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cela devient vraiment une sorte de projet territorial. Ça devient interdisciplinaire, ça devient très très complet, très inclusif, très ouvert et pensé sur le long terme parce qu'on va écouter à un moment l'ensemble des acteurs qui font le territoire. Alors le problème, il y a un petit hic, c'est que ça peut devenir aussi complexe que ça, ce qui peut faire un tout petit peu peur. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par Toronto, par le Food Council de Toronto. Donc Food Council est une sorte de maison de l'alimentation, de politique alimentaire, et qui a essayé justement de recenser à la fois les types d'acteurs dans le premier cercle, leurs champs de compétences et les enjeux. Et vous voyez que, bon, on peut le voir de manière positive, il y a plein d'entrées possibles. Hein, on le verra comme ça. En tout cas, ce qui est très important, c'est vraiment de se placer dans le cadre de ces principes-là. Ça nécessite coopération, co-création et un apprentissage mutuel de qui fait quoi, qui a quels enjeux, quelle est la vie finalement de chacun de ces acteurs. Il faut que la collectivité comprenne
les enjeux des agriculteurs. Il faut qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas, en claquant des doigts, être approvisionnée en produits bio. Et l'agriculteur doit comprendre qu'il ne peut pas, en claquant des doigts, obtenir des marchés publics à 10 ans de la collectivité. Donc il y a du donnant-donnant, clairement. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? En France, on vous prépare un petit rapport pour mai, comme pour le bébé, un autre bébé. Un rapport donc, qui s'intitule pour l'instant Nourrir les territoires de demain. Il y a ce zoom sur ce lien urbanisation-alimentation, donc un portrait des enjeux français. Vous y trouverez donc un portrait alimentaire de la France, un peu ce qui a été fait voilà, pour la Roumanie tout à l'heure, parce que c'est vraiment essentiel de faire ce diagnostic de départ. Qu'est-ce qu'on a à disposition? Quels sont les éléments? Quelles sont les ressources? Quel est le commerce, etc. Faire un point d'abord, puis analyser les enjeux, proposer les outils. Tout cela est évidemment pas exhaustif, hein. Il ne faut pas être très critique par rapport à cela, mais on a essayé de trouver les outils pertinents par rapport aux enjeux analysés, et puis lister aussi des projets de recherche, parce que, comme on nous dit depuis tout à l'heure, la recherche a énormément de choses à apporter, et on a besoin de la recherche pour avancer sur ces questions-là. Donc un projet coporté avec l'ensemble d'acteurs que vous voyez ici, à la fois collectivités territoriales et aussi la FNO, Fédération des agences d'urbanisme, Fédération nationale, et les chambres d'agriculture que nous avons questionnées de manière spécifique. Et je vais vous donner les premiers résultats justement de ce qu'ils nous ont dit. Alors en France, il y a d'autres aspects extrêmement positifs. Enfin, ça bouge vraiment. Je vous ai mentionné la déclaration de Rennes. Il y a un groupe de travail qui en est sorti, qui est à l'ARF et qui porte ce nom de groupe de travail sur les systèmes alimentaires territorialisés. Là, il y a eu une troisième réunion qui s'est tenue hier. L'objectif, c'est d'avancer, de mobiliser de plus en plus les régions sur ces questions. Nous avons évidemment la loi de l'avenir agricole avec cette notion de projets alimentaires territoriaux promue par la DGPAT qui doit trouver encore sa définition précise peut-être, mais en tout cas c'est un signe extrêmement fort et positif pour ce que nous faisons, je pense. Le ministère de l'Environnement s'intéresse à la question des SAT, mène une étude sur la mesure d'impact, parce qu'on a besoin, encore là une fois, ces informations objectives sur qu'est-ce que c'est, quel est l'impact positif ou négatif finalement de cette reterritorialisation de notre système alimentaire. Et puis il y a évidemment le pavillon de France. Je vais parler tout à l'heure de Milan 2015 plus longuement, mais vous savez, et Alain l'a dit, il y a énormément d'initiatives et une programmation extrêmement riche qui est prévue par le pavillon. D'ailleurs, à Milan ou à l'extérieur de Milan. Nous, on y participe à travers une caravane des systèmes alimentaires territorialisés, donc une série d'événements qui se passent dans une série de villes européennes. Donc, ça commence à Milan, ça va à Lille, à Bordeaux, à Nantes prochainement, donc en juin, juillet 2015, puis à Bristol, et puis ça revient à Milan. Et puis, le 10 juin 2015, on l'a appris hier, le le stand ou l'espace Rhône-Alpes à Milan devrait accueillir une journée de conférences sur ce sujet-là, donc des assises des systèmes alimentaires territorialisés. Là, vous avez juste l'exemplaire de la déclaration qu'on va pouvoir vous diffuser par la suite en PDF classique. Alors, je ne sais pas si je dois... Running out of time. On va appliquer le quotient familial. Je me dépêche. Les collectivités, globalement, ce qui ressort de l'interrogation et de l'étude qu'on a fait, donc à la fois auprès des collectivités, les agences d'urbanisme et les chambres d'agriculture, c'est que clairement en France, mais c'est le cas aussi ailleurs, on n'a pas aujourd'hui encore des démarches globales. La question des systèmes alimentaires territorialisés ne fait pas partie des priorités politiques locales. Donc le soutien politique local manque, clairement. Il y a un certain nombre d'initiatives très localisées
qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas forcément, qui se dupliquent, qui se copient, ce qui est une bonne chose, mais parfois elles se copient sans forcément ajouter une valeur supplémentaire. Donc tout cela nécessiterait plus un effet système et quelque chose de plus consolidé. Il y a clairement une très faible expertise des collectivités encore aujourd'hui sur ce qui est finalement leur territoire alimentaire, quels sont les enjeux, quelle est la réalité. Il y a un manque d'outils pour accompagner cette transition, outils techniques, assistance technique. Il y a évidemment l'influence de la crise économique qui fait qu'il y a d'autres sujets qui passent en premier pour les collectivités. Ce qui est positif, c'est que l'échelle de la région est reconnue comme l'échelle pertinente pour gérer cette thématique très transversale, transdisciplinaire, très, très complexe et ramifiée. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on commence petit à petit à intégrer ce sujet-là comme un aspect de la durabilité territoriale, comme un des éléments de ce futur projet de territoire. Évidemment, s'il y a des antécédents, enfin s'il y a une dominante agricole à la région, c'est évidemment un plus, ça facilite les choses. Alors rapidement, et on aura des exemples là-dessus tout à l'heure, mais ce qui est ressorti de notre enquête, c'est qu'on a toujours donc cette approche en silo et que l'approche systémique de la question n'est pas présente. Vous voyez que la question même de la sécurité alimentaire pour tous les habitants du territoire, elle vient dans les sujets traités par les acteurs territoriaux en France, elle vient tout à la fin. Comme une sorte de bonus. Enfin, on pourrait éventuellement assurer une sécurité alimentaire. Et finalement, les sujets, donc là, vous les avez vraiment par ordre d'importance donné par les acteurs territoriaux. Donc on commence, et tout le monde visiblement commence par ça. D'abord, beaucoup d'intérêt pour les circuits d'approvisionnement alternatifs, circuits courts, circuits de proximité. Ensuite, évolution des pratiques alimentaires, donc avec les zooms sur la santé, la nutrition, sensibilisation alimentaire. Ensuite, diminution du gaspillage alimentaire, clairement. Ça revient très 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 souvent. Puis vient l'agriculture urbaine, puis seulement après l'agriculture périurbaine, et puis seulement après, on arrive à ce sujet de sécurité alimentaire, qui englobe un petit peu le tout et qui pose d'autres questions, inégalité nutritionnelle, aide alimentaire, enfin voilà, qui est plus large encore. Alors que ce qu'on voudrait, c'est finalement tout ça dans cette forme de compote mentionnée ce matin, qui devrait être traité de concert. Et ce qui aujourd'hui n'est clairement pas le cas. Alors, je pense pas que j'ai le temps de vous détailler tout cela. Détailler, non. Je vais vous dire, pour les agences d'urbanisme, c'était très très positif, le travail qu'on a fait avec les deux corps représentatifs. Ça, c'est les éléments sur lesquels ils se retrouvent. Donc clairement, l'alimentation est vue comme cet élément de durabilité urbaine, mais c'est l'alimentation, c'est pas encore la production agricole. C'est intéressant du coup de faire le distinguo. Et il y a un intérêt grandissant, donc en fait les acteurs se mettent aussi un ordre de bataille. Et clairement, l'alimentation durable est reconnue comme, par ces deux types d'acteurs, comme un des axes transversaux de la transition territoriale. Alors, l'organisation, il faut clairement un pilote dans l'avion. Ça, tout le monde le dit. Tout le monde veut la transversalité, mais il faut qu'il y ait un acteur qui soit capable de gérer justement cette complexité qu'on a vue dans les graphiques ronds. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige, qui ait ce fil rouge, qui permette la consultation, mais en même temps qui l'intègre dans un processus et dans une stratégie vue sur le long terme. Donc, ce qui est très souvent identifié, d'ailleurs par tout le monde, c'est vraiment ce manque de langage commun. Manque de compréhension finalement, c'est des mondes qui ne se parlent pas forcément,
alors qu'ils sont réunis, a priori, donc Chambre d'agriculture et l'agence d'urbanisme et les collectivités et les consommateurs et les entreprises se partagent le même territoire. Donc il faut se mettre en capacité de trouver ce même langage, se trouver sur la même longueur d'onde finalement. Enfin, pas forcément sur la même longueur d'onde, mais en tout cas trouver le même langage pour pouvoir parler de ces différences et assumer aussi parfois des petites batailles locales. Voilà, j'y vais très très rapidement. Donc sur la France, vous en saurez plus en mai avec le rapport. On se dépêche pour vous le transmettre au plus vite. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à noter, c'est que vraiment, on manque encore aujourd'hui des initiatives globales. La plus avancée en France, c'est clairement l'initiative de Nord-Pas-de-Calais, de la région. On a d'ailleurs Élise ici qui pourra éventuellement en dire un mot. Donc, la région Nord-Pas-de-Calais qui a engagé un processus extrêmement ambitieux, une opération sur la gouvernance alimentaire en Nord-Pas-de-Calais, qui se termine aujourd'hui et qui a permis un large processus de consultation, qui a produit énormément de choses et qui continue et continuera, nous l'espérons. Mais c'est le seul exemple qui est allé aussi loin. Donc essayons d'y travailler. À l'international, là encore des choses positives. Dynamique internationale est en marche. La France s'inscrit dedans, un peu en retard, mais s'inscrit dedans. L'exposition Milan 2015, elle a été présentée. C'est l'occasion de fédérer, l'occasion de valoriser énormément d'initiatives. Le thème est pour une fois vraiment favorable à nos travaux et à nos intérêts. Donc c'est une très très belle occasion pour la France de montrer ce qu'elle a de bien. D'autres initiatives prônent clairement de travailler sur cette notion de système alimentaire territorialisé. En anglais, ça s'appelle City Region Food Systems. Il y a cette plateforme qui se crée, qui est accessible librement, donc sur cityregionfoodsystems.org. Elle est uniquement en anglais, je suis désolée. Donc une petite déclaration aussi, chacun fait sa déclaration dans son coin, qui fait la promotion de nouveau de cet échelon-là. Donc il semble vraiment acquis comme une pertinence. La ville de Milan elle-même lance un pacte, donc il y aura une nouvelle déclaration, une troisième déclaration, qui va en sortir en octobre 2015, qui engage pour le coup les villes, a priori, des villes au niveau mondial, pour soutenir les systèmes alimentaires territorialisés. Donc c'est un processus qui est actuellement en cours. Le premier draft devrait être disponible autour de juin 2015. Et puis il y a des projets européens. Là, c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres. Comme d'ailleurs le programme LASCO, voilà, qui était soutenu par l'Europe. Celui-ci vient se terminer et vous trouverez sur le site internet Sustainable Everyday Project énormément de documents, de fiches pratiques. C'est très très bien fait. Là encore, je pense que ça va être en anglais, mais c'est vraiment formidable et ça parle de ces sujets-là. Donc même à l'international, il y a une dynamique vraiment positive, mais, on se pose toujours la question, est-ce que vraiment l'effet systémique est là? Est-ce que les politiques locales, innovantes dans le domaine alimentaire sont vraiment là? Parce que là, vous avez un certain nombre de pionniers, Bristol, New York, Toronto, Milan maintenant, Londres, clairement en Europe. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment des systèmes alimentaires territorialisés? Ça, je ne sais pas. Je vais terminer, c'est ça. Il faut penser l'intégration, complémentarité. Penser, justement, au lieu de faire produire là, consommer là, essayer de penser les deux en même temps, à l'échelle du territoire, intégrer les citoyens, en faire un acteur conscient, et parier sur les collectivités. Je pense que vraiment les collectivités ont un rôle majeur à jouer, puisqu'elles représentent la volonté, la souplesse, capacité d'agir peut-être plus rapide que des acteurs nationaux ou internationaux. C'est au niveau des territoires, c'est au niveau des collectivités que ça se passe. Alors, pour que ça réussisse, il faut faire en sorte
que l'alimentation durable de tous, pour tous, devienne une priorité politique. Il faut pousser cela. Et les déclarations, les papiers, les travaux de recherche, les programmes, tout cela va dans ce sens. Mais il faut pousser encore davantage cette notion-là, cette dimension territoriale de l'alimentation, qui est aussi chère à l'ASCO. Il faut promouvoir cela et prendre en compte 3 facteurs qui vont déterminer la réussite de toute cette entreprise. La marge de manœuvre économique donnée aux collectivités, la volonté politique, très clairement, et l'indispensable conviction collective qu'on va dans le bon sens, que c'est par là qu'il faut aller, que c'est ça la bonne direction. Et puis, pour terminer, ne pas oublier que, j'aime beaucoup cette phrase du géographe, fameux géographe Vidal de la Blanche, que chaque territoire est un terroir humain. Ça veut dire que nous pouvons décider, nous, les hommes, ce que nous faisons du potentiel naturel, agricole, alimentaire de notre territoire, en le réorganisant, en proposant des alternatives à l'organisation actuelle, en tout cas en jouant dessus. Il n'y a pas de fatalité, et il n'y a certainement pas de fatalité non plus au système alimentaire mondial. Je pense qu'on est en capacité de jouer et de proposer des alternatives et qu'on va y arriver. Merci beaucoup.